Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce 23e débat de l'Institut Palladio qui aujourd'hui se passe dans des circonstances particulières puisque nous sommes en distanciel. Je suis Catherine Papillon, auditrice 2016 de l'Institut. Je suis également membre du comité de programmation de ce même institut et directrice développement durable RSE de BNP Paribas Real Estate. Et je vais avoir ce soir le plaisir d'animer ce débat. Alors permettez-moi, avant de commencer, de vous rappeler que l'Institut Palladio a été créé en 2011 par la Fondation Palladio, avec pour objectif d'accompagner les professionnels, les acteurs et les médias dans la réflexion sur la transformation de la société des urbains, c'est-à-dire de nous aider à prendre du recul, renouveler notre regard et découvrir de nouvelles perspectives sur la ville durable et sur les urbains. Alors, dans le cadre de la programmation de son cycle annuel, l'Institut Palladio organise 2 fois par an des débats publics en janvier, donc c'est le cas de notre débat ce soir, et également en mai, en espérant que nous pourrons nous réunir de visu la prochaine fois. Et l'objectif de ces débats publics, c'est de confronter différents regards d'experts, de grands témoins, sur une thématique centrale de la réflexion urbaine. Alors, ces conférences sont ouvertes à tous ceux concernés par et intéressés par la fabrication de la ville durable. Cette année, les 32 dirigeants auditeurs de l'Institut Palladio vont traiter de la thématique du bien-être et de la santé en ville. Le parrain du cycle est Édouard Philippe, maire du Havre, président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et ancien Premier ministre. Alors venons-en au thème qui nous réunit ce soir, ville et santé, rouvrir le débat entre urbanistes et professionnels de santé. Pour débattre de cette thématique, nous avons le privilège, le plaisir d'accueillir ce soir le professeur Didier Sicard, médecin et ancien président du Comité consultatif national d'éthique, professeur émérite de médecine à l'Université de Paris, et Thierry Pacaud, philosophe de l'urbain. Ils vont dans un premier temps croiser leurs regards, puis ils interagiront avec vous en répondant à vos questions dans la dernière demi-heure de cette séance. Et ce que je vous propose, c'est de poser vos questions tout au long de leurs interventions en utilisant le chat. Alors, l'OMS définit la santé comme un état complet de bien-être, à la fois physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Alors, dans un contexte de grande mutation démographique, environnementale, digitale, accélérée par la crise sanitaire que nous traversons, comment concilier la difficile équation d'un urbanisme qui permet le développement d'un environnement sain, qui favorise le bien-être des individus, tout en réduisant les inégalités sociales et environnementales. En un mot, c'est comment proposer un urbanisme favorable à la santé. Alors Thierry Pacaud, je me tourne tout d'abord vers vous. Vous êtes philosophe de l'urbain et vous vous définissez comme un universitaire, un revuiste, un éditeur, un auteur, puisque vous êtes professeur de philosophie. Vous collaborez à de nombreuses revues, Hermès, Esprit, Book. Vous êtes éditeur également à La Découverte, à Quai Voltaire et plus récemment à Terres urbaines. Et puis, vous êtes un auteur puisque vous avez à votre actif une soixantaine d'ouvrages et d'essais, et dont je citerai deux titres récents, Désastres urbains, les villes meurent aussi, ou encore Mesures et démesures des villes. Alors Thierry, de tout temps, les villes ont dû faire face à des famines, des épidémies du fait des concentrations et des regroupements humains. Mais comment, au fil des siècles, les villes ont-elles tenu compte, ou pas d'ailleurs, de la santé de leur population ? Alors Catherine, c'est une question très difficile et très vaste qui nous oblige, pour y répondre, à opter pour ce que j'appelle, à la suite de Lucien Febvre, une géohistoire. Mais cette géohistoire n'est pas linéaire, progressive, itérative. Elle entremêle plusieurs géohistoires différentes. Par exemple, celle de la médecine et de la santé et du médecin et des médicaments, par exemple, celle de l'État et de la constitution de villes, etc. Et donc là, cette géohistoire nous obligera à voyager dans le temps et sur l'ensemble des continents de notre petite Terre pour voir que la préoccupation sanitaire n'est pas du tout constitutive de toutes ces sociétés. Il y a des sociétés qui ne se préoccupent pas du tout de la santé, du moins pas selon la définition de l'OMS que vous avez donnée tout à l'heure. Alors, comment faire pour rentrer un peu dans le vif du sujet ? Eh bien, je suggère d'opter pour l'écologie
que j'entends comme une méthode au sens grec du terme, méthodos. Odos, c'est la voie, le chemin vers le connaître. Et donc cette écologie-là, elle est très exigeante parce qu'elle est à la fois processuelle, transversale et interrelationnelle. Autant avouer que je ne vais pas vraiment y arriver, mais c'est un peu une ambition, voilà. Parce que ça veut dire qu'on rompt avec notre connaissance habituelle, qui est celle de l'arbre, c'est-à-dire le tronc commun et puis des embranchements différents, disciplinaires. Non, il nous faut saisir plutôt la connaissance, comme l'avait très bien dit Deleuze et Guattari, comme un rhizome, c'est-à-dire cette racine proliférante, sans hiérarchie, sans début et sans fin. Mais comme vous me posez une question qui exige de situer un début, je ne parlerai pas de début, mais plutôt d'origine. Voilà. Et je vais partir de celui qu'on considère dans la culture occidentale comme étant le premier grand médecin, ayant élaboré plusieurs traités, Hippocrate, au point tellement important que les médecins, et le professeur Sicard me le confirmera, prêtent serment à ce prédécesseur illustre. Hippocrate, en fait, ces 60 traités ne sont pas forcément écrits par lui, mais peu importe. Hippocrate avait écrit, entre autres, un essai magnifique qui s'appelle « Des airs, des lieux et des eaux », qui expliquait que, avant de créer une ville, il fallait se préoccuper de la qualité de l'eau. Pour lui, c'est crucial et c'est quelque chose qui revient systématiquement parce qu'évidemment, il y a énormément de pathologies qui sont liées au marécage, au marais, etc. Et bien sûr, à la qualité de l'eau. Donc, il était obsédé, j'allais dire, par cette question de l'eau. Et il disait aux médecins, en arrivant quelque part, vous allez d'abord goûter l'eau, puis vous allez deviner un peu les pathologies vraisemblables qui vont s'y déployer. Et puis, d'autre part, évidemment, des airs, donc du vent. Il fallait balayer les rues, balayer tous les endroits de la ville, de tous les miasmes. Et donc, pour ça, il fallait orienter ce que nous appellerons, nous, plus tard, l'urbanisme, un terme qui n'existait pas à cette époque, ce serait un anachronisme de l'utiliser. Il faudra organiser la ville de telle manière à ce que les vents aèrent totalement les lieux habités. Alors, bon, je ne vais pas citer, évidemment, un extrait de son œuvre, mais il sera repris par Vitruve, qui est le premier grand théoricien d'architecture dont on a hérité les livres, parce qu'il y a d'autres architectes, évidemment, romains, mais ils n'ont pas laissé les traces. Et Vitruve, lui, est convaincu qu'il faut essayer d'éradiquer toutes les maladies par le biais d'une architecture très aérée, très distancée. C'est-à-dire que là, nous sommes dans du distanciel, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, Vitruve trouverait ça pas mal, parce que c'est un principe de précaution vis-à-vis du voisin et de la contamination possible. Alors, bon, je donne juste un exemple. Il y a énormément de travaux, bien sûr, sur la Grèce et Rome antique. Je citerai une thèse qui m'a passionné d'un jeune médecin à l'époque, évidemment, Adrien Louis-Joseph Carré, qui écrit « L'hygiène et la santé dans la Rome antique ». C'est un livre des années 20 et il réussit quand même à lister, je vais vous épargner ça évidemment, à lister toutes les pathologies connues à cette époque-là et surtout à essayer d'expliquer comment on va pouvoir les soigner. Et évidemment, il rompt, parce qu'il essaye d'être dans une pensée un peu raisonnée, je ne dis pas rationnelle, comme je l'ai lu parfois, parce que je pense que ça aussi c'est un anachronisme, raisonnée comme l'était Hippocrate. C'est-à-dire que Hippocrate, finalement, et ça c'est une question que je pose à mon voisin, en lisant Hippocrate, j'avais l'impression de lire Balint ou l'inverse. C'est-à-dire être quelqu'un soucieux du questionnement du patient. C'est le patient qui va témoigner de sa maladie, de sa douleur, de sa souffrance, et qui, par ce fait-là, se met déjà un peu en chemin de la guérison. Bon, on va y revenir, voilà. Donc, il y a un paradigme hippocratique qui va être affiné par la suite par Pline et puis par Galien, deux autres médecins majeurs de cette période, et puis qui va être enrichi considérablement par la médecine arabe. Là aussi, on a eu énormément de documentation. C'est passionnant. Il y a d'énormes médecins très importants, bien sûr, dans tout le monde arabo-andalou, bien sûr, mais aussi dans les grandes villes comme Bagdad ou comme Damas, qui sont créées au 7e, 18e siècle de notre siècle. Voilà, pour aller très très vite, ce qui va se développer. Alors,
ça va se poursuivre, évidemment, parce que le Moyen-Âge ne va pas remettre en cause le rapport hippocratique du tout, mais ne va pas énormément l'enrichir. Parce que l'anatomie est encore interdite, parce qu'il n'y a pas vraiment de grande curiosité, de grands progrès dans la connaissance médicale, et puis il n'y a pas, à dire vrai non plus, de lieu spécifiques pour soigner les gens. Les premiers hôpitaux apparaissent dans le monde arabe, du reste, dirigés par des femmes. Enfin bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails. Et en France, ce qu'on appelle l'Hôtel-Dieu, il y en a encore un qui se trouve île de la Cité, c'est un hospice pour indigents. Ce n'est pas un lieu où on va soigner. Il n'y a pas forcément des médecins qui s'y trouvent. Bon. Et donc, on a tout cet héritage-là qui perdure pendant très très longtemps, jusqu'au moment où le mot hygiène rentre dans le vocabulaire français, vraisemblablement par Ambroise Paré. Et là, alors là, on s'aperçoit que lui, il va faire des expérimentations anatomiques et autres pour mieux comprendre le pourquoi de telle ou telle pathologie. Et je terminerai pour mentionner quelqu'un de très important, évidemment, qui est un médecin anglais qui s'appelle Harvey, qui, en 1628, va définir, analyser, décrire la double circulation du sang. Et c'est très très intéressant, et ça c'est Ivan Illich qui le raconte dans H2O, ou Les eaux de l'oubli. Il explique que cette notion de circulation date de ce moment-là, et que par manière analogique, j'allais dire, et parfois métaphorique, on va utiliser la circulation sanguine pour expliquer qu'un autre corps, qui n'est pas le corps humain mais qui est le corps urbain, a besoin aussi d'une circulation de l'eau, nous savons ce que ça, pour le nettoyer. Et c'est une eau qu'il faudra préalablement aussi nettoyer, d'où le fait que l'eau n'est plus porteuse de la symbolique qu'on y trouvait, comme la purification, etc., dans la plupart des religions du monde, mais devient H2O, c'est-à-dire un élément chimique que Lavoisier va analyser. Très bien. Et alors, au XIXe siècle, les hygiénistes prenaient la construction d'une ville moderne qui tient compte à la fois de l'hygiène, de la santé, de la nature, des flux, etc., avec un habitat plus aéré, ouvert à l'air, au soleil, mais aussi un urbanisme aux voiries et aux places plus généreuses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contenu de leurs actions, ces hygiénistes ? Volontiers. Si le mot hygiène arrive au XVIe siècle, le mot hygiénisme entre dans les dictionnaires au XXe siècle. Donc ce que nous désignons comme un mouvement particulier ne s'autoproclamait pas ainsi à cette époque. Mais ne l'oublions pas non plus, et votre question me permet d'y répondre, c'est que le XIXe siècle est un siècle que nous voyons de loin comme étant le siècle du capitalisme d'or, du chemin de fer, des usines, enfin on voit une multitude d'inventions techniques, etc. Mais c'est en même temps un siècle qui est meurtri par des épidémies énormes et par des maladies qu'on n'arrive pas à guérir. Alors je vais en prendre quelques-unes. Je commencerai par le choléra. Le choléra est tout à fait européen. Hein. Je vais parler de la France au niveau des statistiques. En 1832, il tue 18 602 personnes à Paris, ce qui est considérable en 6 mois, et un peu plus de 100 000 pour toute la France hexagonale. Donc là, les pouvoirs publics vont dire qu'il faut faire quelque chose. Mais ils sont poussés par une toute petite minorité de médecins hygiénistes, mais qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. Et donc, ça traîne. Il y a des tentatives de législation, mais il faudra un retour du choléra en 1849 pour que là, évidemment, on se dise c'est sérieux, il faut faire quelque chose. Et il y aura la fameuse loi de 1850 contre l'habitat insalubre. Mais là encore, entre la loi et sa traduction dans les faits, il faudra encore attendre un autre retour du choléra en 1859, etc., etc. Donc c'est pour vous dire que c'est toujours ce rapport entre la ville et la santé, un jeu de ping-pong. C'est-à-dire qu'il y a une avancée, il y a un recul, et bon, voilà, dans un texte comme ça, je parle du hockey, parce que c'est comme si on avançait de cette manière-là. Alors, il y a quand même des découvertes très importantes à ce moment-là. J'en citerai une qui est majeure, enfin, et qui nous semble tellement de bon sens que je me demande pourquoi ça n'a pas été appliqué plus tôt. C'est le docteur Semmelweis, qui est un docteur hongrois, mais qui exerçait en Autriche, et qui a lutté contre la fièvre puerpérale, qui entraînait la mort de nombreuses femmes qui étaient en train d'accoucher, tout simplement parce que le médecin et le personnel soignant, la sage-femme, n'avaient pas préalablement nettoyé leurs mains.
ni du reste les draps, ni le lit, etc. Donc du coup, le taux de mortalité était considérable. Je signale à titre anecdotique que ce docteur Semmelweis a été l'objet de la thèse de médecine de Louis-Ferdinand Céline. Je me souviens de la première phrase, c'est Mirabeau cria si fort que Versailles eut peur. Puis à partir de là, il montre à quel point s'enchaîne toute une série de discussions passionnantes. Mais ce Semmelweis est cassé, faut le dire franchement, est vraiment cassé par ses collègues, par l'autorité médicale académique de l'époque, au point où il est contraint de retourner chez lui à Boudet, enfin, en face de Pest, donc Budapest maintenant, pour exercer avec brio. Mais il sombrera quand même, dans une dépression très prenante, enfin, et même qui le conduira à la mort. Il y a d'autres médecins que je voudrais mentionner, mais je vais quand même citer Pasteur, parce que Pasteur, alors il n'est pas médecin, c'est le problème du reste, il est chimiste. Et donc, du coup, il n'appartient pas à la famille. Donc, il aura beau démontrer son analyse microbienne et puis aussi ses vaccins, qu'il ne va pas les convaincre, parce que, justement, c'est pas un médecin qui parle, c'est un chimiste. Et donc là, il y a une sorte de barrière qui est terrible. Puisque je parle de barrière, il faut que je parle de gestes barrières. Et les premiers gestes barrières sont mis en avant par un médecin anglais qui s'appelle Tyndall, qui publie en 1878, dans la revue des cours scientifiques, un texte très intéressant qui s'appelle « Poussière et maladie », et où il explique qu'il faut effectuer des gestes barrières, qu'il faut aérer systématiquement toutes les pièces où un patient a séjourné, avant qu'un nouveau vienne s'y installer. Il faut changer la literie, il faut qu'il y ait une propreté irréprochable, et il faut qu'il y ait l'habitude de se laver les mains systématiquement. Donc c'est très étonnant, parce que c'est tout à fait ce qu'on a mis en avant depuis quelque temps. C'est au même moment où on invente aussi le masque. Et donc, il y a des morceaux de tissu qu'on met devant sa bouche et son nez pour ne pas contaminer d'autres. Donc, il y a des petites choses comme ça. Mais ce n'est pas encore ce qu'on pourrait appeler un traitement urbain de la santé ou une préoccupation des constructeurs des villes, des faiseurs de villes, sur la question de la maladie. D'accord. Et donc, aujourd'hui, cette santé, c'est aussi donc, le bien-être, la santé mentale. On parle d'alimentation saine, etc. La société du Caire, mais ça a démarré véritablement à partir de quand ? Alors c'est très difficile, parce que ce n'est pas entremêlé comme on le fait maintenant. Donc on parlera, certains médecins parleront de la responsabilité de la malbouffe, ce qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, pour certains sujets qui vont être malades à cause de ça. Et donc, il y aura là des phénomènes un peu de mode, du reste, de végétarisme à telle période, de naturisme à telle autre, etc., d'héliothérapie. Bon, il y a plein de choses comme ça qui se développent à peu près à la fin du 19e, début du 20e siècle en Occident. Mais ce n'est pas relié entre eux, et ça n'a pas un pied à l'université. Le care est une notion, donc c'est un terme anglais qui signifie prendre soin. Bon, ce terme qui est maintenant à la mode chez nous, et au point où on ne le traduit plus, eh bien, le care, c'est vraiment une prise de position féministe nord-américaine, puis anglaise, qui date d'une trentaine d'années. Donc c'est quelque chose qui est très récent, mais d'autres auteurs qui n'utilisaient pas ce terme, qu'ils ne connaissaient pas, parlaient de ménager. Le verbe ménager en français, qui est très beau, puisqu'il signifie précisément prendre soin. Alors, il y a quand même un personnage assez curieux qui s'appelle Richardson, qui est un médecin anglais, qui en 1875, à un congrès national de la médecine, va évoquer l'hygiène, mais à travers une espèce de fable qui est une uchronie. Il invente une ville qui s'appelle Igéa, évidemment, la ville Hygiène, et il va la décrire. Alors, je donne que quelques exemples. Il va la décrire pour montrer à quel point on peut fabriquer une ville où on ne risque rien, ou moins qu'ailleurs. C'est-à-dire que là, les microbes sont chassés, donc il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de tenture au mur, il y a un vide-ordures dans la cuisine, mais le vide-ordures jette les ordures
dans un sous-sol, donc on est toujours bien protégé. Toute la circulation automatique du tramway, qui est un tramway à vapeur à l'époque, est souterrain. Alors je ne sais pas trop comment ils vont évacuer les fumées du tramway, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, donc il décrit, alors évidemment, chaque quartier est construit autour d'un hôpital, et il y a, personne ne fume, donc il n'y a pas de tabagisme, personne ne boit, donc il n'y a pas d'alcoolisme, de toute façon il n'y a pas de bar, donc c'est terminé, et on a ce que j'appelle moi une ville clinique, qui personnellement ne me donne pas du tout envie d'y acheter un appartement, évidemment. Donc ce Richardson pousse un peu à l'excès cette idée qu'on peut rigoureusement protéger les gens de la plupart des maladies qu'on connaît à l'époque avec un habitat qui est espacé. Je ne dis pas dispersé, mais espacé. C'est-à-dire que sa ville, et on voit bien qu'il est anglais parce qu'il est londonien, est parsemée de parcs. Le parc, la présence, toutes les avenues sont arborées, donc c'est quelque chose qui n'est pas encore dans les pratiques urbanistiques de l'époque, évidemment. Donc lui, il pense qu'il faut aller à pied dans tout le quartier, donc, parce que le marché est indispensable pour avoir une bonne santé, etc., etc. Donc on est en 1875. D'accord. Et ce sera peut-être repris par un auteur qu'on connaît tous, évidemment, qui est Jules Verne. Dans les 500 millions de l'abbé Gomme, il décrit Franceville, la nouvelle capitale, comme étant une ville saine où on chasse en permanence le microbe. Voilà, donc il y a... Alors, bon, il faudrait rentrer dans le détail. Je pourrais raconter, mais on n'a pas le temps, l'invention de l'aspirateur au tout début du XXe siècle, l'invention du lave-vaisselle, à la fin du XIXe siècle, même précisément. Et on voit bien que là, il y a toujours l'idée de trouver des mécaniques qui vont exécuter d'une manière beaucoup plus saine, propre et hygiénique que si c'était les simples humains. Et alors, les urbanistes, les architectes, enfin, ceux qui fabriquent la ville, à partir de quand se sont-ils emparés de ce sujet ? Alors, dans le cas français, parce qu'on ne peut pas tout traiter, dans le cas français, je dirais que c'est un homme qui s'appelle Robert-Henri Hasman, qui est un médecin, qui est un militant communiste, qui travaille dans la banlieue rouge, comme on l'appelait à l'époque. Du reste, anecdotiquement, c'est un dénommé noir-blanc qui l'appelle la banlieue rouge, donc c'est amusant, qui est un opposant, évidemment, qui est à droite, et qui désigne cette banlieue qui entoure Paris comme étant la banlieue rouge. Et là, ce médecin, tout jeune, réussit, avec l'appui des maires, à ouvrir des dispensaires. Mais le dispensaire qui est accolé au bain-douche. Mais le dispensaire, on en voit encore dans certaines villes de banlieue, c'est souvent des très beaux bâtiments en briques, c'est assez joli. Là, il y aurait un patrimoine à réévaluer, j'allais dire, et à protéger. Et dans ces dispensaires, eh bien, on y fait de la prévention. Il y a forcément un lien avec les écoles. Donc il y a une médecine scolaire qui est liée à ce dispensaire. On y donne les premiers soins, etc., etc. Donc c'est vraiment une maison, on dirait comme ça, une maison de la santé dans la ville. Mais c'est une initiative du médecin et de la ville. Ce n'est pas une initiative des urbanistes ou des architectes. Alors ensuite, il y a un homme qui joue un rôle essentiel, évidemment, qui s'appelle Henri Sellier. Henri Sellier est un militant socialiste, et à cette époque, donc de la SFIO, il est admiratif d'Édouard Vaillant, enfin je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, il l'a fait HEC, il parle anglais couramment, ce qui expliquera aussi qu'il a lu pas mal de textes anglais sur la ville, sur l'urbanisme. Il considère qu'il faut aller voir ailleurs pour fabriquer une meilleure ville, donc il va en Angleterre, et là il découvre quoi ? La Cité-Jardin. La Cité-Jardin d'Ebenezer Howard, qui lui l'a dessinée en 1898. Et donc Henri Sellier va devenir le promoteur, j'allais dire, de la Cité-Jardin en France, en particulier à Suresnes, dont il sera le maire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi le fondateur, avec Marcel Poët, en 1919, de l'école des hautes études urbaines, qui s'appellera en 1924 l'Institut universitaire d'urbanisme de Paris. Et là, il demandera à Robert-Henri Hasman d'assurer le cours de médecine destiné aux futurs urbanistes. Donc c'est là où le lien se fait. Et il se fait par cet homme qui, quelques années après, pendant le Front populaire, deviendra le ministre de la Santé. Donc là, on voit quand même que les connexions se font et que ça tient. Et
Et donc, du coup, ce docteur Haussmann, jusqu'à sa retraite en 68, bon, donc c'est pas 68 qu'il met à la porte, mais c'est l'âge, eh bien, il donnera des cours sur ce rapport entre santé et ville. Et en 68, précisément, se crée un autre institut concurrent, qui est l'Institut français d'urbanisme, qui est abrité par la nouvelle université expérimentale de Vincennes. Et là, c'est Pierre Merlin qui en sera l'instigateur. Et lui, il veut que des gens qui ne sont pas urbanistes viennent enseigner quelque chose qui a à voir avec la production de la ville. Et il repère un médecin naval qui s'appelle Henri Laborit, qui est aussi biologiste. Enfin, je ne rentre pas dans tous ces détails, mais c'est passionnant. C'est un homme extraordinaire, qui est l'inventeur d'une discipline qui s'appelle l'agressologie. C'est-à-dire, comment et pourquoi y a-t-il une agressivité et comment... Alors, il invente plusieurs médicaments pour calmer, j'allais dire, le patient trop agressif. Et puis, lui, son analyse, c'est l'étude du cerveau. Ce que, évidemment, Hippocrate ne pouvait pas connaître, ni Harvey. Et donc, là, il dégage 3 éléments du cerveau, constitutifs du cerveau, le cortex, le néocortex et l'hypothalamus. Et donc, là, il explique que l'un est plutôt pour l'acquisition presque automatique de gestes, d'attitudes, etc. Donc, il y a une partie du cerveau qui est plutôt pour la chasse, il y a une partie du cerveau qui est plutôt pour l'imaginaire, etc. Bon, je ne rentre pas dans tous ces détails-là, mais du coup, il analyse la ville comme étant un peu comme un cerveau, c'est-à-dire qu'il y aura là des dimensions que lui, biologiste, pourra essayer d'éclairer. Et donc Henri Laborit joue un rôle très important. Du reste, son livre est publié dans la collection de Fernand Braudel. Vous voyez, tout ça, c'est très important de montrer les liens, parce que c'est pas par hasard. Si c'est Fernand Braudel qui est celui qui a écrit Grammaire des civilisations en 1965 pour montrer aux gouvernants qu'on peut faire un enseignement conjoint d'histoire géo et non pas séparé, il a perdu, encore aujourd'hui du reste. On continue, ce qui est absurde, parce que, comme je suis en train de le montrer, il nous faut sans cesse localiser un événement historique et historiciser, temporaliser un continent, enfin, etc. Bon, donc du coup, Henri Laborit écrit L'homme et la ville, qui est un très très grand livre, et là, évidemment, je suis tout triste d'aller aussi vite, mais il ne fera pas école. C'est-à-dire que quand il quittera Vincennes, il ne sera pas remplacé par un autre médecin. Il y aura d'autres cours, il y aura des cours sur la sémiologie, qui sont aussi tout à fait passionnants pour un urbaniste, bien sûr, parce qu'il y a Kevin Lynch aux États-Unis, il y a François Chouet à Bruxelles, donc elle viendra enseigner à Vincennes. Bon, mais du coup, on va perdre un petit peu ce rapport à la médecine. Ce rapport à la médecine va revenir via Michel Foucault. C'est un peu paradoxal, mais Michel Foucault va pénétrer les écoles d'architecture, les instituts d'urbanisme dans les années 75-80, parce que celles-ci s'ouvrent aux sciences humaines et sociales, et donc indirectement à la philosophie. Et Michel Foucault, quand même, naissance de la clinique, surveiller et punir, enfin bon, c'est pas, il a des choses à apporter, j'allais dire, aux urbanistes et aux architectes. Mais je citerai quand même un Allemand, parce que je m'excuse auprès de l'auditoire germaniste, parce que je vais écorcher son nom. Il s'appelle Alexander Mitscherlich. Voilà. Et il est médecin, mais aussi psychanalyste. Il est le directeur de l'Institut Sigmund Freud à Francfort. Et il publie en 1965 un ouvrage qui est traduit en français en 70 sous un titre qui n'est pas le titre allemand littéral, mais qui est Psychanalyse et urbanisme. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est rarissime de trouver associer ces deux termes. Et il a énormément enquêté, non seulement sur ses propres patients, mais plus spécifiquement dans la vie d'Heidelberg, parce que Heidelberg lui a demandé d'être membre du conseil municipal pour l'orienter sur le dessin de nouveaux quartiers. Et lui, il se rend compte que, et vous parliez de santé mentale tout à l'heure, et vous avez absolument raison, que la qualité de l'architecture, la présence de la végétation dans la ville, l'organisation spatiale des espaces publics, etc., participent au bien-être des gens. Et ça, il en est intimement persuadé, il le démontre, et il montre qu'il y a effectivement un mal-être qui peut conduire à la dépression, il peut conduire aussi à une autre maladie mentale qu'un chercheur canadien avait appelé avant la Seconde Guerre mondiale le stress, sur lequel il faudrait revenir, etc. Et donc là, évidemment, il dénonce assez violemment le fonctionnalisme. Et donc, j'allais dire, c'est un peu culotté, parce que nous sommes en 65, c'est-à-dire en plein dedans. C'est l'année de la mort de Le Corbusier, peut-être,
mais c'est aussi l'année de la victoire de ses idées. Donc du coup, on est là-dedans. Et lui, il dit non, non, ça c'est pas bien. Pourquoi ? Parce que si je pense que le comportement humain, les attentes des humains, leurs désirs, trouveront une satisfaction dans une fonction, alors j'appauvris totalement leur monde imaginaire. Et donc je les rends malades. Il faut qu'il y ait du jeu dans la ville. Il faut qu'il y ait des respirations. Il faut qu'il y ait des territoires non affectés à une activité. Or, le fonctionnalisme, il s'appelle, pour le dire en un terme plus connu du public, il s'appelle le zoning. Alors ça, pour notre psychanalyste allemand, c'est catastrophique. Mais pour conclure, Thierry Pacaud, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la ville tient compte, mieux qu'hier, de la santé et du bien-être de ses habitants ? Alors, non, ou du moins pas suffisamment. J'ajouterais quand même un point que je n'ai pas mentionné, parce que c'est lié à la tuberculose, etc., à la découverte des antibiotiques, c'est qu'effectivement, à un moment donné, les élus, les architectes, les urbanistes, et puis les concepteurs de villes, plus généralement, pensent que tout va bien. Qu'on peut soigner les gens grâce justement aux antibiotiques. Donc à partir de là, pourquoi faire un effort au niveau de l'aération, des baies vitrées, de tout ce qu'on avait dit pour vaincre la tuberculose ? Donc c'est pas, on va trouver une solution médicale, donc c'est pas la peine de trouver une solution urbaine et urbanistique. Voilà, c'est un peu ça. Et alors, il y a quand même 2 ouvrages importants que je mentionne parce que c'est aussi des mouvements sociaux, c'est pas simplement des textes. Hein. C'est Murray Bookchin, qui est un anarchiste américain, qui est l'inventeur de... Enfin, pas l'inventeur, puisqu'il l'emprunte à Edwin... Enfin, bon, peu importe. C'est aujourd'hui celui qu'on considère comme étant le père de l'écologie sociale. C'est-à-dire que c'est celui qui dit qu'il ne peut pas y avoir d'écologie s'il n'y a pas, en même temps que cette préoccupation environnementale, une préoccupation sociale. Que les deux vont ensemble. Et parce qu'il constate qu'aux États-Unis, on est en 1962, qu'aux États-Unis, les maladies environnementales que lui dénonce dans son livre qui s'appelle « Notre environnement synthétique », eh bien, touche une population qui est généralement la plus pauvre, la plus précarisée, qui se trouve près de la décharge, près de l'autoroute, près de l'aéroport, avec sa nuisance sonore, etc., etc. Donc, dans ce livre-là, très, très documenté, il montre ce qui est, à mon avis, très neuf, qu'il y a une corrélation entre l'usage de la chimie, l'usage abusif de la chimie dans l'agroalimentaire en particulier, et certaines pathologies. Et donc, il en déduit qu'il y a une maladie environnementale. La même année est publié aux États-Unis un livre au titre exemplaire, Le Printemps silencieux, de Rachel Carson, préfacé en français par Roger Haim, le président du Muséum des Sciences naturelles. Et Rachel Carson est une journaliste scientifique de très haut niveau qui a enquêté sur le DDT. Et elle montre qu'un abus, un excès, une démesure dans le traitement du pesticide s'est traduit par de nouvelles pathologies pour les humains, mais aussi par une destruction de la biosphère et de la biodiversité. Et le titre veut simplement dire que j'ai tellement arrosé de pesticides que j'ai bien sûr tué les insectes qui allaient nuire à ma culture, mais j'en ai tué plein d'autres, et ça, c'était pas prévu, y compris les oiseaux qui ne chantent plus au printemps. Et celui-ci devient silencieux. Alors, comment conclure ? Conclure, je vais conclure, pas vraiment, mais je vais simplement dire qu'il y a 2 pistes qui, moi, me passionnent maintenant. Et je remercie Gilbert Raymond et Pierre Ducret, et puis vous, m'avoir posé ces questions et m'avoir incité à réfléchir à ça, parce que je me suis dit, quid de la philosophie de la santé ? Quid de la philosophie de l'urbain ? Les deux ne sont pas du tout solidaires. Ils ne se regardent même pas en chien de faïence, ils s'ignorent. Or, il faudrait qu'ils puissent travailler ensemble. Je précise tout de suite que la philosophie de la santé n'est pas la philosophie de la maladie, et qu'on pourrait plutôt appeler ça l'éthique médicale, mais c'est quelque chose qui est en train de se formuler maintenant. Et cette philosophie de la santé, là aussi, pénètre difficilement le milieu des médecins parce que, généralement, les ouvrages sont rédigés par des non-médecins.
qui sont soit des biologistes, soit des philosophes. Alors parfois ils sont médecins comme François Dagonier, mais sinon comme le grand maître à penser de cette discipline qu'il a un peu initié, Georges Canguilhem, l'auteur du fameux livre Le normal et le pathologique, qui déjà rien que le titre nous montre à quel point il questionne la santé et pas simplement la maladie. Eh bien ça n'a pas été repris. Alors peut-être que maintenant par le Caire, on va y arriver. Quant à la philosophie de l'urbain, alors on en est au balbutiement. Et ça, je suis très triste parce que j'essaye de me donner beaucoup là-dedans. Je crois qu'il nous faut penser philosophiquement notre rapport au monde et qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait une santé des humains sans qu'il y ait une santé de la Terre. Parce que nous ne sommes plus, nous le savons, le dualisme homme-nature est une invention occidentale du XVIIe siècle. Nous sommes nous-mêmes des êtres vivants. Et donc, comme les non-humains. Et donc, humains, non-humains ont un combat commun qui est à la fois de prendre soin de la Terre pour mieux prendre soin de toutes les espèces vivantes. Voilà, donc je terminerai par un slogan un peu, santé de la Terre, santé des humains. Merci Thierry Pacaud. Professeur Didier Sicard, je me tourne vers vous. Vous êtes, donc, je l'ai dit tout à l'heure, professeur émérite de médecine à l'Université de Paris, spécialiste des maladies infectieuses. Vous êtes également très engagé sur les questions d'éthique médicale et parmi vos nombreuses responsabilités, je citerai la présidence du Comité consultatif national d'éthique de 1999 à 2008. Vous avez également été membre du conseil d'administration de l'Institut Pasteur de Paris. Et vous êtes, je crois, vous avez fortement contribué à l'ouverture de l'Institut Pasteur au Laos, dont vous êtes aujourd'hui membre du conseil d'administration. La question est très simple. Quelle est votre réaction et quelle réaction vous inspirent les propos de Thierry Pacaud? Moi, j'étais enchanté par le discours de Thierry Pacaud parce qu'il pointe avec une acuité très grande, dont je partage la totalité de ce qu'il vient de dire, et je suis frappé de voir depuis 50 ans, au fond, le remplacement par la technique médicale de tout ce qui peut concerner le rapport à la vie, le rapport au vivant, et ce sentiment qu'on est débarrassé. Le mot hygiène pour les étudiants en médecine des années 80 à 2000, c'était un mot archaïque. Vous faites de l'hygiène, alors que, au fond, la disparition de la santé publique dans notre pays, la disparition des dispensaires, un dispensaire, ça fait pauvre. Alors que, au fond, c'était le triomphe d'une médecine brillante qui trouvait des médicaments pour tout. Et je pense que la Covid, soudain, a fait descendre de son piédestal la médecine, même si elle a trouvé les vaccins en quelques mois, ce qui est tout à fait ahurissant. Mais elle a démontré, au fond, son humiliation. Et elle a fait prendre conscience, c'est pour ça que je suis très optimiste pour le futur, parce qu'il fallait un tel choc pour qu'elle prenne conscience que le rapport de la ville à la nature a été extrémisé, si on peut se mouiller, par la Chine, qui nous donne un exemple vivant de l'absurdité de concentration urbaine en quelques mois, quelques années gigantesques, et de concentration d'animaux sauvages qu'aucun pays ne fera. On ne va pas importer le modèle chinois dans ce domaine. Mais la concentration de ces deux rapports vivants, animaux et humains, avec les échanges par avion, par le train, un pays où tout le monde partage le changement dans les villes, les fêtes annuelles du rat sont des moments de migration, aboutissent effectivement à ce mépris de la nature, car la Chine a un mépris absolu de la nature. Il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas d'études par les vétérinaires des animaux. Et quand on voit les animaux sauvages, c'est ce que j'ai pu voir dans le nord du Laos, mais à très petite échelle, fait qu'on peut imaginer que des virus n'avaient aucune surveillance vétérinaire, et que, moi je pense que, à peu près certain, je n'ai pas été démenti depuis 1 an, c'est que l'animal relais entre la chauve-souris et l'humain, ce sont des rongeurs, probablement les chiens vivérins, ou ce qu'on appelle les raccoon dogs, ou peut-être quelques furets, mais quand on imagine que dans ces pays, il y a 70 millions
d'animaux élevés par des petits paysans. Il ne faut pas détruire l'économie paysanne de base. Donc, au fond, ce mépris par la Chine du rapport de la nature à la ville, à mon avis, est exemplaire de cette prise de conscience mondiale, mais qui, en France, est encore un peu timorée. Les médecins ne travaillent pas avec les vétérinaires. Ils ont mis beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qui connaît les coronavirus? C'est les vétérinaires. Et je pense que la façon dont, heureusement, le Danemark a exterminé 17 millions de visons en quelques jours devrait nous faire prendre conscience que nos propres élevages de visons, je crois qu'il y a un projet de loi qui paraît dans ces jours-ci, c'est terminé. C'est-à-dire, autrement dit, les élevages industriels de poulets, de canards, de vaches, de cochons, il faut réfléchir au fait que quand on met l'allumette dans le puits de pétrole, il y a un incendie. Et par conséquent, mettre proche des villes, avoir un risque d'épidémie aviaire, source de grippe. Heureusement, les épidémies actuelles aviaires ne transmettent pas en France la grippe, mais en Chine, les épidémies aviaires sont les sources de ce qu'on appelle les épidémies de grippe qui arrivent chaque année. Autrement dit, si on veut réfléchir en termes de futur, il est absolument fondamental que des spécialistes de différentes disciplines, que ce soit des médecins, que ce soit des médecins de santé publique, des vétérinaires, des spécialistes de l'INRA, parce qu'on parle de végétalisation pour répondre aux besoins psychiques des individus. Moi, je ne peux que partager le bonheur de se promener dans une ville où il y a du vert, des arbres, mais en même temps, on s'aperçoit que la gestion des arbres, etc., ça a des besoins d'eau. Et qu'on voit dans la forêt de Compiègne, par exemple, les arbres mourir actuellement. Donc, ce n'est pas parce qu'on va vous dire on va végétaliser que si on n'a pas de l'eau, les arbres vont mourir. Et que si on met de l'eau, si on dit on va recueillir la pluie, il y a un nouveau problème qui apparaît. C'est-à-dire que si on met sur les toits des réservoirs d'eau comme ça, à la saison mars-avril, c'est la période où les moustiques piquent. Or, le réchauffement climatique aboutit à ce que les moustiques ils remontent du nord vers le sud. On s'aperçoit que la région méditerranéenne, de la région de Toulon, de Cannes, maintenant c'est la région d'Alger, c'est pareil. Et donc on s'aperçoit que des épidémies de dengue, de chikungunya, qui étaient dans les pays du Sud, donc un peu méprisés, comme c'était des trucs exotiques, il y a déjà des épidémies de dengue en France. À partir du moment où les moustiques auront, en période où il ne fait pas très chaud, et où personne ne dira qu'il y a beaucoup de moustiques, des larves qui seront dans les réservoirs d'eau de pluie, bien à ce moment-là, il y aura des concentrations de moustiques au moment même où le réchauffement climatique aboutira à ce que des épidémies de virose arrivent, et on se dira, ah tiens, là, on n'a pas pensé au coup d'après. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau de pluie, par exemple, soit absorbée par de la terre. Il ne faut pas que le béton soit partout. Et on s'aperçoit qu'au fond, les arbres souffrent parce que l'eau de ruissellement n'arrive plus. Par conséquent, il faut que, si on plante des arbres, il faut des zones de terre. Il faut que sur les toits, on pense à penser qu'il ne faut pas que l'eau soit simplement une source d'approvisionnement pour une sorte de repère et de repas pour les moustiques pour qu'ils pondent leurs larves. L'autre point, et vous aviez tout à fait raison de dire que revenir aux archaïsmes, mais les archaïsmes, c'est toujours jugé un peu désuet, mais de l'eau et du vent. L'eau, on pense que le problème est réglé, alors qu'en fait, l'eau, elle est l'expression actuelle, elle est le témoin des infections virales. La Covid nous apprend, et là, les eaux de Paris ont fait un travail remarquable, malheureusement absolument pas médiatisé, je le regrette, qui permet de savoir dans tel arrondissement, tiens, le virus circule. Et il faudrait que pour le futur, on pourrait imaginer que lorsqu'on construit un groupe d'immeubles, eh bien, il y ait à un endroit une capacité de pouvoir saisir sur un tuyau les eaux usées pour faire immédiatement, en période d'épidémie ou de suspicion d'une bactérie, non pas du choléra qui a peu de chances de revenir, mais on peut imaginer les salmonelles ou d'autres infections qu'on puisse identifier très rapidement dans un immeuble de 1000 personnes. Tiens, cet immeuble, avec les eaux usées, sont un des témoins les plus précieux sur le plan, au fond, de la santé publique et qui permettrait de ne pas simplement avoir quelques réservoirs par arrondissement, mais de pouvoir identifier tout de suite un portage de virus ou de bactéries. De la même façon, on parlait de la climatisation. Moi, je crois que l'air, quand Norman Foster a créé en Angleterre un immeuble qui est non pas climatisé, mais où l'air circule naturellement,
par l'architecture. Mais c'est fondamental. La climatisation, c'est du passé. La climatisation fait que quand il y a un malade, une personne qui a du virus dans la pièce A et qu'elle est climatisée, eh bien la totalité de l'immeuble va diffuser le virus. Donc il faut penser que la climatisation, c'est un diffuseur d'infection. Et qu'on ne peut pas imaginer qu'on va mettre des antibiotiques derrière toute climatisation. Ce serait encore une grande catastrophe. Au fond, le problème, c'est de penser toujours d'abord, qu'il y a un rapport évident entre l'urbanisme et les maladies. À partir du moment où il y a les concentrations urbaines, c'est comme les concentrations animales, la moindre épidémie, elle flambe. C'est un problème fondamental sur le plan psychique. Et je suis tout à fait d'accord sur le dire que moi, dans ma vie, je souffre quelquefois quand je vois des immeubles qui ont été construits à la va-vite. Je trouve une violence pour le regard et une violence psychique pour faire habiter les gens dans des endroits qui sont absolument pas adaptés au cerveau humain. On pourrait imaginer plein de questions, mais je crois que le problème fondamental, c'est qu'il faut qu'il y ait des lieux de transition, des lieux d'échange entre les urbanistes, les architectes, le corps médical, le corps et l'INRA. Par exemple, c'est très bien de faire de la végétalisation, mais parce qu'on va aller chercher des plants en Égypte, parce que les palmiers sont remarquables en Égypte. Résultat, ils ont détruit tous les palmiers du sud de la France. Donc il faut imaginer des plantes adaptées à la France, pas aller chercher des plants tropicaux pour faire joli. Et à ce moment-là, on va introduire des virus végétaux qui vont détruire les végétaux européens ou de l'Hexagone. Donc je crois que, au fond, toujours avoir le sentiment que les autres vont vous apprendre quelque chose, et non pas... et au fond, la faillite du XXe siècle et du début du XXIe, c'est d'avoir pensé que la science médicale, l'électronique, les gènes allaient nous débarrasser de toutes les vicissitudes de l'existence. Et je trouve que c'est une leçon terrible d'humilité. Et c'est pour ça que je pense qu'un endroit comme Palladio me paraît être un lieu du futur. Et moi, si j'étais étudiant en médecine, je me passionnerais pour ces questions au lieu d'être simplement sur mon microscope et de regarder si tel ou tel gène a une polymérase qui permettrait de faire un brevet qui rapportera beaucoup d'argent. Merci, professeur Sicard. Vous voulez réagir, Thierry ? Non, non, je suis... Enfin, si, je peux réagir. Je trouve ça tout à fait juste. C'est vrai qu'on n'a pas posé la question de la concentration, parce que là, on voit bien que ça met en cause la notion de densité. Et en même temps, celle d'intensité relationnelle. Parce que lorsqu'on parle de densité urbaine, moi j'ai eu dans un débat radiophonique il y a quelques mois, pendant le premier confinement, un architecte ou un géographe qui m'avait dit « Mais non, regarde, c'était Mulhouse, etc. » Oui, mais c'est la même chose qu'une concentration. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément dans les lieux les plus concentrés, mais c'est dans les lieux où il y a la plus forte concentration relationnelle. C'est-à-dire qu'il suffit d'une grande réunion massive dans un stade, etc. Mais ces réunions importantes résultent de la société urbaine, évidemment. Donc il faut bien avoir en tête qu'il nous faut penser des villes à la juste taille. Et ça, c'est le plus difficile, parce qu'il y a quand même cette espèce de fascination pour certains élus ou certains chefs d'État d'avoir la ville la plus peuplée du monde, ou d'avoir la ville la plus importante. Et ce que vous disiez sur la Chine est tout à fait juste. Quand il y a eu la grande réunion internationale d'Habitat à Quito en 2016, et que les responsables de cette officine des Nations Unies dédiée à la ville et au logement a dit que le modèle était le modèle chinois, c'était terrible, parce qu'on va dénombrer en 2030, c'est-à-dire demain, 150 villes multimillionnaires en Chine, dont la moyenne de population pour chacune d'elles sera 6 millions d'habitants. Donc déjà, en sachant ça, on sait qu'on va dans le mauvais sens. Et donc, il nous faut penser, rééquilibrer les territoires. Et pour ça, évidemment, il faut aimer le territoire. De la même façon qu'il faut
essayer d'architecturer au mieux des bâtiments. Et pour ça, il faut aimer l'architecture. Et tout ça, ça commence, je ne sais pas où ça commence, mais ça commence à l'école, ça commence par l'éducation des élus, etc. Il y a des phénomènes de mode qui sont insupportables. Justement, sur le climatiseur, j'écrivais récemment un petit article qui annonçait qu'il y en aura 5 milliards en circulation en 2025, dont les 3 grands pays producteurs sont l'Inde, la Chine et le Japon. Et les climatiseurs ne sont pas les mêmes. Les climatiseurs japonais sont les moins pires, mais c'est les plus coûteux. Et donc, le fait de ne plus faire d'architecture où les bâtiments ont des appartements qui sont traversants, c'est-à-dire qu'on peut faire une aération naturelle. À la Corbusier. Tout simplement, un truc tout bête. Eh bien non, on ne le fait pas. On dit, on est sauvé par la technique. Et donc, il y a une espèce de fascination pour la technique, vous avez absolument raison, qui peut nous rendre service, mais il faut toujours que l'être humain soit celui qui domine cette technique et qui ne soit pas soumis à elle. Et donc, je crains beaucoup cette espèce de data généralisée qui se fait partout maintenant, en nous disant on va mettre des capteurs partout et on va pouvoir, par ordinateur, gérer tout ce qu'il faut pour que la ville devienne la plus agréable. Il y a un urbaniste danois qui s'appelle Jan Gehl, qui milite beaucoup pour la piétonisation des villes. C'est lui qui est en train de faire le plan de piétonisation de Manhattan. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, et il m'expliquait qu'il commence à être connu alors qu'il a dépassé les 80 ans, et parce que son message n'était pas audible avant. Quand il disait qu'il ne faut jamais construire un immeuble au-dessus de 4 étages, parce que notre système optique fait qu'on se perd. On perd nos repères. Et puis, alors, il faut que si le bâtiment a 4 étages, il ne faut pas qu'il soit aligné sur la rue. Il faut qu'il y ait un devant de l'immeuble avec un petit retrait qui permet un jardinet, qui permet de poser des choses, etc. Non. On continue quand même, parce que se pose derrière la question du sol, évidemment, de sa propriété. Et puis de l'asphaltisation. On a asphaltisé tout. Il faut réussir à retirer l'asphalte pour que l'eau dont vous parliez soit absorbée par le sol et vienne alimenter les nappes phréatiques. Et vous voyez, c'est un boulot énorme, parce que ça veut dire arrêter les centres commerciaux avec des parkings gigantesques. Et tout est lié. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la méthode, l'écologie comme méthode. C'est parce que tout est lié et tout doit être traité en même temps. C'est ça le problème. Je comprends que c'est très difficile pour un élu ou pour un gouvernant de dire, parce que lui, il cherche à dire, on va commencer par ça, puis quand on aura réglé ça, on va faire ceci. Mais là, il nous faut penser le travail et sa place dans la maison avec le télétravail, les déplacements, les mobilités, la végétalisation. L'accueil des personnes handicapées. Tout est lié. Mais c'est ça en même temps qui est extraordinaire. Passionnant. Professeur Sicard, vous voulez... Oui, au fond, la Covid, on pouvait s'y attendre. En 2018, réunion du conseil d'administration de l'Institut Pasteur du Laos. On assiste à l'éradication d'une forêt primaire dans le Nord Laos et la construction d'une ligne TGV qui fait une espèce de brèche dans un pays où les espèces sauvages, les tigres, les ours existaient encore. Et tout est détruit. Les grottes des chauves-souris, qui sont absolument inviolées depuis des siècles, se retrouvent tout près de la ligne ferroviaire. Des ponts, des ouvrages d'art, des tunnels. Et on dit, mais c'est pas possible qu'on fasse ça sans avoir fait une étude des conséquences écologiques de cette ligne ferroviaire TGV qui doit relier Kunming à Singapour, et qui se fiche complètement de la nature. Et je disais au fond que la nature, je me souviens en 2018, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette indifférence totale d'une technicité qui est d'une violence qu'aucun pays au monde, comme la Chine, la Chine se considère comme dépositaire d'un progrès technique qui nie et qui devient totalement indifférent aux conséquences écologiques. Et je pense que la Covid, sans vouloir stigmatiser ce pays, parce qu'il en a payé aussi le prix, au fond, est un révélateur de nos défaillances, et en particulier les défaillances de ce pays. Donc c'est pour ça que c'est en même temps, je veux dire que c'est une révélation de cette violence que nous pouvons faire à la nature. Il ne faut pas avoir un discours angélique sur les petites fleurs, les coquelicots, mais comment, quand
on rompt un équilibre naturel, eh bien, l'espèce des chauves-souris, qui sont l'espèce de mammifères la plus répandue au monde, elle réagit. Quand on remplace les forêts par des fruits que les chauves-souris adorent, je ne sais pas si les chauves-souris n'ont pas modifié leur écologie, elles ne sont pas sorties et qu'elles n'ont pas été consommées par les travailleurs qui travaillaient sur la ligne ferroviaire, les ont emmenés au marché des animaux sauvages de Wuhan. Au fond, cette indifférence à l'environnement est quelque chose qui, heureusement, n'appartient pas au monde occidental, même si pour d'autres formes. Mais je peux dire que notre inquiétude, on ne pouvait pas imaginer la Covid. Mais je me souviens que le directeur de l'Institut Pasteur, on regardait cette violence dans la forêt comme source. On pensait plutôt au paludisme. Mais je pense que ça a pu jouer un rôle dans ce drame que nous vivons. Comme disait Thierry tout à l'heure, Thierry Pacaud, pas de santé de l'humain sans santé de la Terre. Très bien. Mais écoutez, on l'a vu, il est temps de passer à la séance des questions-réponses, juste pour peut-être synthétiser un petit peu ce qu'on a entendu de nos deux invités, que je remercie pour leurs échanges et leurs propos très intéressants. On a vu donc que les villes de tout temps ont dû faire face à des famines, des épidémies du fait des regroupements humains. Ces dernières années, du fait de la démographie galopante, de la facilité des échanges qui mettent en contact permanent, on l'a vu, les espèces naturelles et les espaces naturels, et les espaces urbains, les épidémies ont augmenté. Mais au-delà des considérations sanitaires, c'est la ville du bien-être qu'il s'agit de construire. Et la crise, on l'a vu aussi, nous le rappelle. Et réussir un urbanisme favorable à la santé et au bien-être passe par un dialogue renouvelé des urbanistes, des professionnels de santé, mais aussi de l'ensemble des acteurs de la fabrication de la ville. Et justement, c'est ce dialogue que nous proposons d'entamer et de poursuivre avec les questions que vous nous avez posées en ligne. Donc j'en ai quelques-unes. Alors, une première question, peut-être pour nos deux orateurs en fait. Quand a-t-on abandonné l'objectif de ville santé, selon vous? Peut-être Thierry. De ville? De ville santé. De ville santé. Oui, mais l'abandonner? Oui. Quand a-t-on abandonné l'objectif de ville santé? Quand a-t-on abandonné? Comme je l'essaie d'expliquer, on ne l'a jamais vraiment eu en ces termes-là. Je crois que, là je réagis aux propos de Jessica, je crois qu'il nous faut réconcilier les villes et les campagnes, et non pas les opposer comme on l'a trop longuement fait. Et ce qui est vraiment un changement culturel massif, hein, évidemment. Et puis c'est aussi, vraisemblablement, inventer de nouvelles territorialités. Alors, dans un de mes livres, je parle de la biorégion, parce que je crois qu'il nous faut écologiser notre rapport au monde, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et donc, dans ce cas-là, la santé de la terre, la santé des animaux, dans les différents élevages, etc., et la santé des humains seront pris en considération en même temps. Je crois que c'est vraiment excessivement fâcheux qu'il n'y ait pas de collaboration, de coopération entre ces différents métiers dont vous parliez très justement, les chercheurs de l'INRA, les vétérinaires, etc., etc. Et puis les habitants, enfin, il faut les mobiliser. Il y a 28 millions d'animaux domestiques en France, c'est considérable. Hein. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Apparemment, on les maltraite aussi. Donc, voilà, ça pose énormément de problèmes. C'est-à-dire que le rapport à la nature est un rapport abstrait dans notre culture. Là, en 2020-2021, on n'a pas pris conscience que nous étions aussi la nature. Et donc, par conséquent, quand on dit il faut mettre de la nature en ville, c'est pas vrai, il y est. Mais il faut la penser autrement, la penser avec un A. Et la penser autrement, ça veut dire que ne pas considérer que des élevages de 100 000, 200 000 vaches, 200 000 porcs, 300 millions de poulets sont absolument sans risque. Moi, je suis quand il y a eu... La Chine a abattu 200 millions de porcs à cause d'une épidémie de rouget du porc en 2019. Et quand on fait des élevages concentrationnaires de porcs en France, on pourrait très très bien avoir un jour une épidémie. Alors heureusement, malgré la proximité entre les porcs et les humains, on n'a pas d'épidémie virale qui ont atteint les humains. Mais si un jour il y a un virus du porc avec un élevage de 40 000 porcs à un endroit
près d'une ville, à ce moment-là, avec les camions, hop, on va avoir des épidémies. Au fond, l'idée même de la concentration animale, concentration de visons, concentration des fermes de 1000 vaches, concentration de 300 000 poulets, je trouve que tout ça, c'est du passé. C'est-à-dire que l'animal fait partie du vivant. Et quand les concentrations urbaines donnent des épidémies humaines, les concentrations animales, 75% des épidémies viennent des animaux. Ce n'est pas 10%, c'est presque la totalité des épidémies. Donc si on ne repense pas en profondeur ce rapport animal et homme, je pense qu'on court à des catastrophes qui vont se répéter. Et on a l'impression toujours que c'est les poulets, c'est les porcs, c'est les vaches, c'est les sangliers, c'est pas... Mais au fond, si nous sommes des vivants, nous faisons partie, comme les animaux, du vivant, et par conséquent, quand il y a une épidémie animale, eh bien, heureusement, nous avons des protections immunologiques, mais un jour, elles seront débordées, comme on le voit pour la Covid. J'ajouterais du reste que le vocabulaire nous renseigne là-dessus, puisque le mot habitat et le mot territoire sont des termes de la botanique et de la zoologie. Ils ne viennent dans les sciences humaines et sociales que bien après. Donc on voit bien que perturber l'habitat des animaux ou des plantes revient, après coup, à détériorer l'habitat des humains. Et nous avons, nous aussi, une territorialité, comme les animaux en ont une. Sicard, peut-être plus pour vous, vous avez un peu répondu d'ailleurs tous les deux, mais est-ce que les facultés de médecine ont également développé une approche urbaine de santé publique pour former des médecins urbanistes? Pas une seconde. Pas une seconde. Il y a deux sujets que les facultés de médecine évitent totalement, c'est la mort, ça n'intéresse pas, et c'est le retentissement sociologique. Il n'y a pas de sociologie en médecine, il n'y a pas d'anthropologie, il n'y a pas... La mort fait partie des échecs de la médecine, mais les médecins ne se sentent pas concernés, donc d'où l'embarras dans ces situations. Au fond, moi je pense qu'il faut entièrement revoir l'enseignement des facultés de médecine, parce que confier la santé à la médecine, c'est un paradoxe de penser qu'on lui confie une toute petite partie de l'existence. La santé, c'est pas la médecine. La santé, c'est l'équilibre psychique, c'est de ne pas envoyer les vieux dans les EHPAD, dans des endroits perdus, sans rapport avec les autres territoires, loin des enfants. C'est, au fond, que la beauté, mais pas la beauté toujours spectaculaire, mais une beauté très simple. Il n'y a pas l'ombre. Moi, j'ai passé mon temps à essayer de mettre... l'art à l'hôpital, de mettre dans la maison de Solène, contre Madame Chirac, une sculpture d'étudiants qui brandissent leurs poings en mai 68, dans un endroit où les jeunes sont en détresse. Et essayer, au fond, de faire que l'humain ne soit pas pris dans les raies. La médecine, c'est merveilleux. Quand on a un cancer, quand on a un infarctus, on est à la réanimation, on est sauvé. Mais la médecine n'a non seulement pas le monopole de la santé, mais elle doit être totalement... Elle en a pris un coup. Et donc, je trouve que les facultés de médecine devraient être un lieu, non pas uniquement privilégié, mais un lieu d'échange. Et moi, je suis reconnaissant aujourd'hui de cette discussion, parce que, au fond, je n'ai jamais été moi-même un fer de lance. Je ne suis pas du tout... en avant-garde. Simplement, c'est que cette épidémie de la Covid m'a fait brutalement prendre conscience depuis 2 ou 3 ans des risques que la nature faisait courir si elle n'était pas respectée à la santé humaine. On a une autre question, vous en avez aussi parlé tout à l'heure. La métropolisation n'accélère-t-elle pas ces phénomènes de nouvelles sources de maladies? Vous l'avez évoqué. La métropolisation, oui, n'accélère-t-elle pas ces phénomènes de nouvelles sources de maladies? La métropolisation, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez une concentration dans un périmètre relativement réduit de millions de personnes qui vivent sans que les capacités d'aération, les capacités d'appartements ou de maisons traversant, et qu'il y a une épidémie animale, ou bien
par les moustiques. Et les moustiques vont être un des éléments du futur de la diffusion de maladies qui auront le même retentissement qu'on voit avec la Covid. La dengue, la chikungunya, Marburg, tout ça. Il faut bien comprendre que le vivant, au sens darwinien du terme, les virus, leur objectif, comme ils ne peuvent pas vivre tout seuls, ils ont besoin d'avoir un être vivant sur lequel ils vont pouvoir se développer. Donc la mentalité, au fond, la mentalité métaphorique du virus, c'est de se développer non pas en tuant, mais en diffusant. Donc, plus il y a une concentration urbaine, alors il y a une chose qu'il va faire, c'est qu'il y a une concentration animale à côté, ce que les Chinois ont fait de façon, à mon avis, ahurissante d'inconscience. Parce que c'est pas parce qu'on a un petit chien, un petit chat, même si on a un pangolin, les gens n'ont pas beaucoup de pangolins chez eux, mais il y en aurait un pangolin, c'est pas, même si le pangolin était malade, c'est pas lui qui va nous ficher une épidémie de SRAS, c'est au fond la concentration, parce que la concentration animale va amplifier le caractère pathogène du virus. Et donc, au fond, ce qui s'est passé, si on l'analyse, c'est que depuis des siècles, ces coronavirus, ils sont proches des chauves-souris, mais ils n'avaient jamais été en contact avec les millions de rongeurs qui vont, eux, changer le virus. Au fond, l'humain a créé les conditions d'émergence par sa métropolisation des grandes villes chinoises et par ce rapprochement, cette espèce de fusion animal-humain, les conditions même de la Covid. C'est pas une erreur de laboratoire dont certains commencent à dire que c'est peut-être... Mais non, ça c'est le côté un petit peu orgueilleux de la science qui dit « Oui, c'est nous, on s'est trompé ». Mais non, c'est pas ça. Et ça voudrait dire « Ne nous occupons pas des animaux puisque c'est un problème de laboratoire ». Je trouve même scandaleux qu'on trouve une explication alors que l'explication, elle nous est offerte, elle nous est donnée à nos sens qui, quelquefois, refusent de voir. Thierry, vous vouliez compléter ? Non. Enfin, je reviendrai plutôt sur un point qui a été mentionné avant, qui est tout à fait juste. C'est que nous sommes des sociétés qui craignons la mort. Et donc, effectivement, c'est un terme, par contre, alors si la médecine n'en parle pas, la philosophie en parle beaucoup. et effectivement, l'être humain est un être qui naît pour mourir, et à peine sa naissance effectuée, le compte à rebours fatal est déclenché. Il y a un des premiers grands mouvements de la philosophie grecque, c'est le stoïcisme. Donc, c'est bien ce rapport à la mort, à la finitude, à l'arrêt. Du reste, on va vers une expérience dont on ne pourra jamais rendre compte. C'est ça qui peut-être nous étonne le plus, les humains. On connaît des tas d'expériences, l'amour, on connaît évidemment la vie, on connaît le désespoir, on connaît tout ce qu'on veut, la solitude, mais on ne connaît pas la mort. Mais on sait qu'elle est là. Et alors, Ivan Illich, dont je parlais tout à l'heure, a aussi écrit un très beau livre qui s'appelle Némésis médicale, dans lequel il expliquait que c'est l'institution médicale, pas les médecins en tant qu'individus, qui avait confisqué la vie et la mort de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'effectivement, nous ne naissons plus chez nous. À la maison, on naît dans une maternité, et encore, il y en a très très peu, donc on nous oblige à naître à un endroit précis. Par contre, on peut mourir n'importe où, ça, effectivement, dans un avion, dans une gare, etc. Mais là aussi, la plupart du temps, on meurt à l'hôpital. Et donc, en ce moment, c'est encore plus grave, j'allais dire, puisque le mourant n'a même pas ce contact ultime avec les vivants de sa famille. Donc je crois que ce rapport à la mort, c'est quelque chose qui est vécu, vous l'avez très bien dit, comme un échec par la médecine, et alors que c'est le destin de tout être humain. Et en le disant, ça ne me plaît pas, parce que je n'ai pas envie de mourir, mais je sais que ça va arriver. Et donc, philosophiquement, il faut que je m'y prépare. Je voudrais revenir sur ce sujet, parce que moi, j'ai pensé toujours que la mort à l'hôpital devrait avoir un statut infiniment supérieur. Et on a aidé, il y a quelques années, à installer un salon du départ à l'hôpital Raymond Poincaré, fait par un des plus grands artistes au monde, Ettore Spalletti, qui est un des merveilleux artistes, et qui a fait ce lieu d'accueil
pour les familles accompagnant leurs morts. Et je me souviens des syndicats qui avaient défilé le jour de l'inauguration en disant « de l'argent pour les vivants, pas d'argent pour les morts ». Et quant à l'hôpital Necker enfants malades, qui était entièrement reconstruit, j'ai demandé qu'il y ait la même chose qu'on demande à un très grand artiste pour que les parents d'enfants qui sont morts puissent accueillis avec la beauté. Et là, on est toujours dans la beauté architecturale. Ça a été refusé. Même si l'Institut de France, la Fondation de France était prête à payer, non, pas d'argent. Et au fond, toujours penser qu'il faut que l'argent serve à la vie et qu'il y a une société qui considère que la mort n'a pas besoin, et on le voit avec le caractère sinistre, malheureusement, des morts non accompagnés, dans leurs draps, dans leur housse. Il y a quelque chose de sordide pour une société d'avoir cette évacuation de la mort dans une cité, alors que dans certaines civilisations, les plus beaux bâtiments étaient faits pour accueillir les morts. Oui, Lewis Mumford, même, ce grand historien des villes, raconte que les premiers bâtiments, on va les appeler comme ça, ce sont des sépultures, y compris dans les grottes préhistoriques. Et c'est vrai que dans la ville, la mort a disparu. Les cimetières ne sont pas ouverts systématiquement au public. Je connais des pays aux États-Unis ou au Canada où on déménage les cimetières parce qu'ils sont tellement bien situés que c'est un enjeu immobilier terrible. Alors on les met au bout du dernier RER possible. Et puis, il faut reconnaître que même dans la civilisation chrétienne qui est la nôtre, la crémation l'emporte de plus en plus. Donc, on ne croit plus, ça c'est une question personnelle, à la résurrection des morts. Mais en tous les cas, il n'y a plus de cimetière. Et donc, il n'y a plus ce signe qui souvent était même très beau, parce qu'il pouvait y avoir des sculptures, il pouvait y avoir aussi un jardin, etc. Moi, je crois qu'il y a eu cette idée du jardin du souvenir, où on aurait semé, si je puis dire, je prends exprès le terme, parce que pour montrer que ce n'est pas négatif, on pourrait semer les cendres du défunt ou de la défunte, mais on ne le fait pas. Enfin, et ça, je crois que une société qui rompt avec la mort est une société qui rompt avec son histoire, c'est-à-dire avec son passé. Et ça, c'est très très grave, parce que le vivant, il est présent, mais son présent est appelé à devenir un passé. Et donc, là, philosophiquement, il faut qu'on ait cette approche-là, y compris dans la ville. Alors, j'ai des questions sur la thématique de la ville, qui sont, j'en ai 3. Comment intégrer la santé dans les documents de planification et d'urbanisme ? Pourquoi vous me regardez, Catherine ? Faut que je regarde plutôt. Bon. Je ne suis pas urbaniste. Est-ce qu'il faut... Je me suis toujours méfié des règlements, des normes. Je crois qu'il faut simplement qu'il y ait une question. Voilà. Est-ce qu'on y a pensé ? La réponse, elle est difficile. Mais est-ce que ça a été élaboré ? Est-ce qu'on a questionné des gens compétents? Est-ce qu'on a travaillé? Est-ce que simplement, est-ce que c'est, comme disait Lévinas, de Dieu qui vient à l'idée? Est-ce que la santé est venue à l'idée? Et ça suffit. Ça suffit, parce que si ça vient à l'idée, il y a des travaux qui vont se faire, des expériences qui vont être ressenties. Donc le problème, c'est pas de faire un formulaire, de faire d'emblée une circulaire 1, 2, 3, 4. Et puis une norme. C'est d'introduire un questionnement, et qui soit un questionnement complexe. C'est pas parce qu'on va supprimer le béton, mettre du bois, mais le bois en période de chaleur, c'est pas forcément toujours parfait. C'est-à-dire de ne pas répondre par des slogans architecturaux à des questions complexes. Moi, j'ajouterais que, pour élargir même le débat à d'autres effets, comme par exemple la présence des handicapés dans la ville, la présence des enfants dont on se soucie très peu, etc., je pense que plus on multiplie les droits spécifiques, les droits des enfants, les droits des femmes, les droits des paralysés, les droits, etc., plus c'est un échec du droit. Parce qu'une société qui a le souci de l'autre n'a pas à avoir une injonction institutionnelle qui lui dit « Attention, vous avez bien pensé à ça ». Non, il faut... Pour moi, c'est un échec. Donc, il faut, et l'expression est très belle que vous avez mentionnée de Lévinas, il faut que cette interrogation vienne à nous. Non pas comme quelque chose qui nous dérange, mais quelque chose qui nous grandit. Alors, il y a des questions sur le thème de la manière de faire les bâtiments.
Si on se met à construire à faible densité, comment réussir à réduire l'effet des îlots de chaleur? C'est vrai que là encore, ce n'est pas forcément votre spécialité. Je ne sais pas, mais la chaleur, au fond, quand Le Corbusier faisait uniquement des... Je crois que c'est un problème futur très important, la chaleur. Parce que si la climatisation n'est plus nécessaire, ou en tout cas elle n'est plus acceptée, il faut considérer qu'une exposition au sud doit s'accompagner d'une exposition au nord en même temps, d'où la réflexion architecturale. Il faut des verres filtrants, mais des verres filtrants, ça protège de la chaleur, ça protège aussi, ça protège pas du froid. C'est-à-dire que il faudrait trouver des verres filtrants qui changent de saison. Donc, toutes ces questions sont d'une extrêmement grande difficulté, mais il n'y a pas une solution. Et la solution du Nord-Pas-de-Calais, ce n'est pas la même solution que le Pays Basque. Et du reste, moi, je crois qu'il nous faudrait développer le BTP, c'est-à-dire le bois, la terre et la paille. Parce qu'il se trouve que la paille, il y a tout un mouvement en France qui se développe. J'ai visité des écoles en paille, même dans la banlieue parisienne. Et bien, la paille est un remarquable isolant pour la chaleur comme pour le froid. C'est-à-dire que ce soit l'été ou l'hiver, c'est impeccable. Eh bien, bon, alors, par paresse, par habitude, par l'état des fournisseurs de matériaux, c'est difficile de le faire en paille. Et puis, aussi dans l'imaginaire des gens. Souvenons-nous des 3 petits cochons. La maison en paille, le méchant loup arrive, il souffle dessus, hop. Bon, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui... Il y a une maison centenaire à Montargis qui a été construite en paille. Elle est toujours là, elle est impeccable. Posée en question, mais qui je trouve pourrait être une suggestion. Est-ce qu'il faudrait créer ce serait de créer des quartiers dédiés à l'innovation en santé, en prévention, mieux vieillir, qui seraient des pilotes en fait, qui montreraient comment il est possible de sortir du modèle actuel. Et est-ce qu'à votre connaissance, il existe déjà de tels projets? Il y a une innovation que moi je proposais et qui me paraît absolument nécessaire, donc il revient toujours avec le grand âge et éventuellement la mort. C'est que les EHPAD doivent être dans des lieux centraux de la ville, là où il y a les enfants. C'est-à-dire que les personnes âgées ne doivent pas quitter le monde des vivants avant terme, et donc être présentes dans la ville, les bruits de la ville, les bruits des cours d'école, et que quand on construit des EHPAD en Beauce, dans un champ... où il n'y a plus d'oiseaux, où il n'y a plus de transport, c'est un exil exécutoire. Et je trouve que là, ça pourrait être des expériences qui devraient faire tache d'huile. Avant qu'on construise un EHPAD, est-ce que cet EHPAD va être un lieu de vie ou un lieu de mort? Voilà un exemple. J'ai entendu parler d'une initiative comme ça, où dans une EHPAD avait été créée une crèche. Mais absolument, mais il y en a eu plusieurs. Mais c'est difficile, c'est compliqué. compliqué. Ne sont pas faites là, dans des lieux de vie. Alors, on a bien entendu que la densité des villes constituait un bouc émissaire idéal, mais est-ce si facile de la caractériser? Le sujet est-il la limitation de la taille des villes ou la pertinence de la conception des quartiers du point de vue sanitaire dans son acception la plus globale? La densité, c'est pas l'ennemi, enfin au sens, c'est la concentration qui l'est. Et donc c'est pas le fait qu'il y ait trop de personnes au même endroit, parce que je comprends bien le sens de la question. J'ai déjà eu à y répondre quand je plaidais contre le gratte-ciel dans un de mes livres qui s'appelle La folie des hauteurs. Et on m'avait dit vous êtes donc pour l'étalement urbain, mais pas du tout. C'est pas parce que vous dénoncez quelque chose que vous êtes pour l'autre, parce qu'en plus je crois que les deux vont ensemble au niveau historique. Et donc là il nous faut, et c'est très difficile, il nous faut avoir en tête cette notion que j'appelle la juste plénitude. Et donc la juste plénitude, c'est ni trop petit ni trop grand. Parce qu'il y a aussi un mal-être dans des lieux isolés, dans des lieux mal desservis, etc. Donc c'est ça qui est la plus grosse difficulté. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de biorégion.
non pas pour les construire du jour au lendemain, je sais très bien que ça ne va pas se faire comme ça, on ne va pas se séparer du département, du canton, des 13 régions du jour au lendemain, mais je pense que c'est simplement ce que j'appelle une espérance, c'est-à-dire qu'on l'a en tête et on se dit, ou un horizon de pensée, on l'a en tête, on se dit, tiens, ce serait pas mal qu'on constitue une biorégion où il y aurait 2-3 villes importantes, une trentaine de villes plus petites, et puis des villages, et puis pourquoi pas des lotissements pavillonnaires, mais que tout cela soit bien mis en rapport les uns avec les autres, afin d'éviter justement la ville ou la maison mouroir, dortoir ou dépotoir. Voilà. Mais c'est très difficile d'avoir, parce que moi je connais bien une ville, puisque j'y vais assez souvent parce que ma fille y habitait. Los Angeles, c'est la ville actuellement où il y a le plus de Covid. Et c'est la ville la plus étendue au monde. Elle fait à peu près 150 km sur 150 km. C'est-à-dire que chaque maison est isolée. Et donc on peut imaginer qu'il n'y a pas de concentration urbaine. C'est un étalement, mais c'est un étalement qui, à mon avis, sur le plan psychiatrique, est une véritable catastrophe, puisque chacun est enfermé dans sa petite voiture. Mais non seulement ils n'ont pas été protégés de la Covid, mais c'est la ville des États-Unis où il y en a le plus actuellement par jour. Donc on ne peut pas avoir des réponses simples en disant on va concentrer... la santé ne va pas avoir un rapport avec le nombre de personnes à tel endroit. Simplement, il faut réfléchir sans arrêt quelles seraient les menaces et quel est le bien-être. Vous citiez la citation de l'OMS. Alors, on ne va pas d'un coup tout changer, parce c'est merveilleux d'avoir un centre-ville qui a 500 ans, des petites rues, et c'est le bonheur de vivre dans ces endroits, et pas forcément dans des villes comme Los Angeles. Mais je crois qu'il n'y a pas de réponse simple. Et le danger, ce serait de dire on va tout changer, on va faire des villes santé. Ce serait peut-être des villes horribles et des villes où on aura envie de fuir. Il n'y a pas d'endroit plus triste qu'un hôpital, sauf si l'hôpital était agrémenté. Mais on considère que dans l'hôpital, l'extérieur n'a pas de droit de visite, n'a pas de droit, la nature est interdite, les fleurs sont interdites à l'hôpital. Donc, imaginer un quartier santé, moi, me paraîtrait la pire des réponses. Moi, je fuis. Je prends le RER et je vais ailleurs. Très bien, je crois qu'on a épuisé les questions des internautes. Est-ce qu'un mot pour chacun pour conclure ce débat ? Un message que vous complémentez ? Un message, peut-être pas, mais dire que c'est une grande différence avec il y a 40 ans, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on sait tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors ça, peut-être déjà, il y a 40 ans ou 50 ans, il y avait des prophètes comme René Dumont, René Dubose ou d'autres qui nous avaient prévenus, alertés. Mais la différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on peut faire et on sait le faire. Sauf qu'on ne le fait pas encore. Alors c'est ça le message, c'est parce que moi j'observe partout des architectes qui ont des tas d'idées extraordinaires, des agriculteurs qui conçoivent leur métier autrement, enfin partout, des éleveurs, etc. Donc on voit que cette manière de mieux vivre, de mieux être, comme vous le disiez très justement, commence à prendre. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Et si je prends le réseau des villes de Slow Città, qui a été créé en Italie à la suite du mouvement Slow Food, eh bien, il y a 60 critères pour pouvoir avoir le label d'une ville lente, qui maintenant a changé de nom, parce que la ville lente était un peu péjorative. Ça s'appelle les villes du mieux-être. Eh bien, je crois que c'est une très bonne perspective. Voilà. Allons vers le mieux-être et arrêtons la logique du toujours plus. Je dirais que le vivant ne progresse réellement que par l'obstacle. Et je crois que dans quelques années, il faudra être reconnaissant à la Covid. Et c'est vraiment un paradoxe, qui peut paraître d'un cynisme que je ne voudrais pas avoir, mais de nous faire prendre conscience que nous sommes dans un monde, non pas dangereux, mais un monde où la naïveté de penser que la technique peut résoudre toutes les questions. Et je trouve que ce retour de bâton, certes extrême, et certes pas tellement européen, mais ce retour de bâton chinois devrait nous
nous ouvrir les yeux, nous dessiller les yeux. Et je pense que peut-être que l'humanité avait besoin de ça. Eh bien, merci, professeur Sicard. Merci Thierry Pacaud pour ces échanges intéressants, passionnants, je dirais. Écoutez, bonne soirée. Merci à vous d'avoir participé à distance à ce débat. Et puis, bonne soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.